Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les anecdotes du directeur, on va aujourd'hui interviewer ou inviter, je ne sais pas trop comment on peut dire, Cyril Chaudois. Alors, merci Cyril d'avoir accepté en tout cas l'invitation. Mais merci à vous, monsieur le directeur, ravi d'être parmi vous. Oh, j'adore quand on vous voit, c'est génial. Bon, écoute, comme à la maison, on se connaît quand même depuis quelques temps. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Waouh, c'est déjà le premier défi, c'est ça? Allez, Donc, bam! allez, Ouais. bam, Cyril Chaudois, j'ai 47 ans, le jour où on enregistre cet épisode. Ça fait 25 ans en fait que je travaille, peut-être même un peu plus du coup. J'ai un parcours au début plutôt dans la communication, régie pub d'un grand groupe média. Puis après, je prends la direction marketing de la régie publicitaire d'un fournisseur d'accès à Internet qui a disparu depuis, c'était Tiscali. Et puis je monte ma première boîte, je dois avoir 27 ans, un truc comme ça, à Paris. On est dans le domaine de ce qui ne s'appelle pas encore l'e-réputation, c'est-à-dire qu'on écoute ce qui se dit des marques et des personnalités. On a travaillé pour des politiques aussi. Et puis en 2012, je crée ma seconde boîte qui s'appelle Talenco, qui est basée à Nantes, dans le marché national. Et notre métier, c'est d'accompagner la transformation des organisations, donc des entreprises, on appelle ça aussi la conduite du changement. Voilà, et je suis très ancré dans les impacts de la tech sur la société et donc dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'à la vie civile, je dirais, eh bien, j'ai aussi cette passion de transmettre à travers des conférences pour le grand public et un podcast qui s'appelle Trench Tech, que tu nous fais l'amabilité d'héberger dans le studio à l'ISEG. Merci pour ça depuis 2022 avec mon compagnon de route, Mick Lévy. Et oui, je pense que Mick prendra un jour ta place sur ce canapé s'il arrive à être un peu plus dispo. L'objectif du podcast, c'est clairement de parler de ce qui se passe en off, finalement, ou de l'imprévu aujourd'hui qu'on peut vivre sur les 25 ans, ou voire plus pour certains aujourd'hui de passifs professionnels. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi qui te rend le plus plaisir dans le cadre de ton travail? C'est une bonne question. En fait, le plus dur, c'est de choisir. Il n'y a pas que des bons côtés, on est bien d'accord. Hein. Ce qui me vient spontanément, peut-être, je triche déjà un petit peu, c'est peut-être deux choses. La première, c'est le défi permanent. Moi, j'ai tendance à m'ennuyer assez vite. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je passe aussi sur beaucoup de sujets à la fois. Je ne suis pas tout à fait slasher, mais pas loin. Donc les défis que nous pose le changement permanent de notre société et donc qui conduit les entreprises qui font appel à nous à être dans un renouvellement permanent aussi. Et puis je crois qu'au cœur du truc, j'ai monté ou cofondé 2 entreprises. Et puis même avec Trench Tech, tu vois, c'est un collectif parce qu'on ne travaille pas qu'avec Mick. Ce que j'aime, c'est avant tout la relation et c'est la transmission. Donc cette notion de transmission, mais pas tout seul, avec les autres. Donc il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que d'embaucher des gens, tu vois, et de monter un collectif et d'avoir du monde autour de moi. Bon, bah écoute, objectivement, ce que je suis en train de faire là, avec le podcast, c'est un peu ça, hein, réussir à la fois travailler avec des personnes techniquement, mais aussi rencontrer des personnes, certaines que je connais déjà. Donc je comprends bien ce mode de fonctionnement et le côté aussi jamais vouloir s'ennuyer. Je demande à mes invités de ramener un objet. Qu'est-ce que tu nous as ramené et pourquoi c'est un lien avec les anecdotes? Alors, il va falloir que ce podcast devienne un peu sexy parce que je vais devoir me déshabiller pour ça. Ah bah écoute, on va finir comme Alors, dans Nuit culottée. En partie, ouais, non, pas à ce point-là. Et voilà, j'ai apporté un premier objet, parce que j'en ai un deuxième, mais c'est une ceinture. Alors, c'est pas tout à fait la ceinture qui, historiquement, est liée à l'anecdote, simplement parce que je ne l'ai plus. Je viens de te dire que dans ma carrière, je suis passé à un moment donné par un fournisseur d'accès à Internet. Bon. Et puis, j'ai quitté ce fournisseur d'accès à Internet et j'ai monté une boîte, ma première boîte, donc avec un associé qui malheureusement depuis nous a quittés. Et en fait, j'étais en litige avec Tiscali quand j'ai monté cette boîte. Et j'avais pas encore totalement quitté la boutique. Et mon avocate me dit... Bon, là, vous pouvez monter une nouvelle boîte, mais c'est compliqué, étant donné qu'on est en litige, de monter une boîte maintenant, sous votre vrai nom et tout ça. Et on était donc chez un copain de Christophe, qui était mon associé, qui tenait une agence de com, et qui nous aidait pour faire la plaquette, tu vois, la première plaquette de la boîte. D'ailleurs, c'est un point intéressant, c'est quand tu montes une boîte, tu ne soupçonnes pas le nombre de personnes qui sont prêtes à te filer des coups de main, qui sont là en mode... Waouh, c'est génial, j'aimerais bien le faire aussi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Bon. Et donc, on est chez ce gars-là, enfin dans son agence, il est en train de nous montrer les maquettes de la plaquette et tout ça, et puis il s'agit de mettre les noms à un moment donné. Et là, Christophe Fiorito, lui, il peut mettre son nom, et puis Cyril Chaudois, je lui dis, mais attends, l'avocate, elle a dit que machin, etc. Et donc, on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? On te met pas, nani, nana, etc.
Et puis, je sais pas, je vois son regard qui se pose sur ma ceinture, et puis c'était une ceinture Calvin Klein, il me dit, bah, t'as qu'à t'appeler Cyril Klein. Et donc, on a monté la boîte, avec, sur les statuts, c'était mon vrai nom, évidemment, mais sur toute la communication, pendant plus d'1 an et demi, je m'appelais Cyril Klein. Quand j'allais en rendez-vous, je m'appelais Cyril Klein, je m'appelais pas Cyril Chaudard. C'était une dinguerie. J'avais mes cartes de visite, c'était Cyril Klein. Et pour essayer de passer sous les radars, tu vois, le truc de fou. Et alors... peut-être sans dévoiler tout le sujet, pourquoi le litige avec Tiscali, c'est aussi ce qui m'a donné l'idée, ce qui nous a donné l'idée avec Christophe de monter cette boîte, donc qu'on avait appelée Scanblog, et dont le job, c'était d'étudier ce qui se disait des marques et des personnalités sur le web. Parce qu'à cette époque-là, donc on est chez Tiscali, et Tiscali n'est plus indépendant, appartient à Telecom Italia, et on est, pour vous situer, on est entre 2003 et 2005. Okay. D'accord ? Donc nous, on vient plutôt du monde de la com traditionnel, classique. Moi, je suis plus jeune de 15 ans que Christophe, donc je baigne déjà dans le numérique, dans le digital, et j'en ai fait aussi un sujet de mémoire, bon, peu importe. Mais donc, je suis un peu le geek de la bande. Et à cette époque-là, en fait, les régies publicitaires se disent d'Internet, waouh, on ne sait pas bien vendre la pub. Tu vois, à l'époque, c'était des bandeaux, des flashs transparents sur les homepages, etc. On ne sait pas bien vendre la pub. Il faut qu'on fasse venir des mecs dont c'est le métier original. Bon, après, ça a vite basculé avec Google qui a fait la pub à la perf, et ils sont tous fait balayer dans les médias classiques. Mais peu importe. Donc on est des gars qui venons, on va dire, du schéma classique de la pub. Et puis, ça commence à partir en vrille parce que justement, tu as Google qui débarque, etc. Et la pub fonctionne pas très bien. Et les gros, à l'époque, c'est Wanadoo, qui deviendra Orange, c'est Yahoo, qui a disparu, et puis après, bon, il y a Google qui débarque, etc. MSN aussi, Microsoft. Et tout ça pour dire que Telecom Italia décide de se séparer d'un certain nombre de filiales. Et il y en avait un peu partout dans le monde, en Afrique du Sud, en Allemagne, etc. Et forcément, en France, ça commence à pétocher un petit peu, tu vois. Et évidemment, ils disent non, on se sépare des filiales qui ne sont pas stratégiques, etc. La France ne peut pas s'inquiéter, c'est pas la peine. Mais il règne une ambiance un peu pourrie. Et moi, j'ai toujours rêvé de créer des sites web, mais je ne sais pas faire. Et à ce moment-là, il y a les blogs qui sont en plein essor, en tout cas qui débutent. Et je me dis, tiens, ça serait rigolo, je vais essayer de monter un blog. Et je vois que c'est hyper facile de monter un blog. Et puis comme on n'a pas d'informations dans la boîte, comme il y a des gens qui, au COMEX, ont des trucs, des machins, etc., je me dis, tiens, je vais monter un blog discret où toute personne qui aurait des infos viendrait les partager. Donc je monte un blog un peu malin quand même, je me dis, je vais me faire envoyer l'adresse du blog par une fausse adresse mail pour pas qu'on puisse me remonter, et puis je vais partager l'adresse du blog à certaines personnes dans la boîte, une poignée, 10-15, en leur filant login, mot de passe, parce que s'ils ont des trucs à raconter, ils pourront le publier, pas juste en commentaire, tu vois. Donc on est plusieurs co-auteurs sans même se connaître ou sans même le savoir. Mais bon possible, quoi. Mais voilà, en fait, pour faire remonter de l'info, mais que je voulais être que pour un noyau dur, si tu veux. Donc le blog s'appelle Ilaxit, tu vois, Tiscali à l'envers, donc le site miroir, entre guillemets, de Tiscali. Et je me dis, bon, on va voir, à mon avis, ça ne va pas prendre. Bon, une semaine après, le blog est rempli. Il y a beaucoup plus d'auteurs que je n'imaginais parce qu'ils ont tous partagé le lien. Et 2 semaines après, j'ai mon futur associé, donc Christophe, parce qu'il était déjà chez Tiscali lui aussi, qui me dit, écoute, là je reviens d'une soirée où il y avait toute la profession. Il y a un problème, c'est que j'ai des gens du marché qui me disent, ah ouais, super les gars, je sais pas qui fait ça chez vous, mais bonne initiative d'ouvrir un blog comme ça, machin. Il dit, mais comment vous y avez accès ? En fait, j'avais complètement daubé, j'avais oublié de virer les méta robots, si tu veux, dans le HTML, ce qui fait que le site était référencé dans Google, ouais. Et tout le monde tombait dessus. Donc, c'est pas ça qui a été le motif de mon litige avec l'employeur, mais ça a joué également. Et c'est ce qui a donné l'idée de monter Scanblog en disant, mince, si des blogs peuvent très vite remonter comme ça dans Google et nuire éventuellement à l'image d'une entreprise, il faut des gens aussi qui puissent le repérer et prévenir l'entreprise et les guider pour essayer de se prémunir de tout ça. C'est devenu un métier à part entière en plus. Aujourd'hui, exactement. On parlait des politiques, mais enfin tous les grands dirigeants, on va dire à tour de bras. Alors je ne sais pas comment ils gèrent aujourd'hui à grande échelle, parce qu'avec les réseaux et tout ce qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas forcément à cette époque-là. En 2006, c'était de la DSL, il n'y a pas de fibre. On avait très peu de gens qui avaient la mobilité portable. J'étais aussi dans le web à cette époque-là. Je l'ai bien galéré avec le flash. Bien content de s'être séparé d'ailleurs de cette techno.
Alors, du coup, c'est assez marrant cette histoire aujourd'hui de ceinture. J'ai eu peur l'espace de 2 secondes. Hein. Ça va dériver vers un truc SM ou je sais pas trop. Bah, heureusement qu'il n'a pas vu mon caleçon, parce que j'aurais été obligé de te donner mon caleçon, tu vois. Bah écoute, s'il était en train de regarder ton caleçon, c'est que potentiellement t'étais pas fortement habillé, c'était peut-être pas les mêmes soirées. Justement, dans le cadre de rencontres, là tu parles d'une rencontre, c'était un de tes collègues finalement. Est-ce que tu as déjà eu, et on a tous vécu des trucs comme ça, une rencontre qui t'a marqué particulièrement, alors ça peut être en bien, en mal, mais qui aujourd'hui t'impacte et au moment où tu as fait cette rencontre-là, tu fais waouh, il y a eu un effet waouh. Ouais, il y a eu pas mal. J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de gens hyper intéressants, impressionnants. Que ce soit à l'époque où j'ai monté cette boîte, tu vois, genre le patron de L'Oréal, de tous les produits grand public France, qui était un mec super smart, voilà, des politiques, parce que à ce moment-là, les blogueurs influenceurs, on m'avait demandé de faire venir des blogueurs pour rencontrer François Hollande au moment où il sortait son bouquin avant de partir en campagne. Dans Trench Tech, je rencontre des gens exceptionnels, etc. J'ai plutôt envie de te parler d'une rencontre qui était un peu waouh, franchement, j'étais dans mes petits souliers, je ne sais pas si le nom parlera à tout le monde et surtout aux plus jeunes aujourd'hui, mais dans le cadre toujours de cette fameuse boîte qu'on avait montée, donc on est peut-être en 2007-2008, un truc comme ça. On connaît assez bien un mec qui a été le manager de NTM et de Joe Star en particulier, et qui nous présente un gars qui tient un des labels de Universal, un label pas hyper connu et plutôt sur le classique et le jazz, sauf que c'est lui qui est devenu le patron d'Universal depuis, hein, Olivier Nuss, et en fait il nous arrange un coup avec Pascal Nègre. Okay. Donc Pascal Nègre, à l'époque, c'est le mec qui pèse dans le game de la musique, c'est le grand patron d'Universal. Et donc là, on est un petit peu quand même impressionné, tu vois. On arrive, c'est un soir, je sais plus, peut-être un lundi soir, genre vers 18h30, parce que c'est après sa journée, il accepte de nous recevoir, on attend bien sagement, tout ça. Et puis il nous accueille dans son bureau, et puis il nous propose de nous installer là, comme ça, pareil, sur un canapé. Donc Christophe là, moi là. Il est là, il nous dit bougez pas les gars, je reviens. Il part, il revient, avec une canette de coca, il se pose, il ouvre, il dit bon allez-y, racontez-moi votre truc, machin les gars, et puis il commence à boire. En fait, je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué, parce que le mec t'accueille, se barre, va se chercher une canette de coca pour sa gueule, te propose pas à boire, que dalle, il te dit ok, racontez-moi ce que vous faites. Et en plus, pour à la fin dire, Pascal, si tu nous écoutes, il nous dit, ouais, alors donc si je comprends bien, vous écoutez ce qui se dit sur Internet pour comprendre ce que les gens pensent d'une boîte, de machin, d'un produit. Donc moi, éventuellement, de mes artistes, ouais, bon, moi j'ai des attachés de presse qui font ça, c'est des filles qui gèrent, ça marchera jamais votre truc. Bah écoute, on le taguera dans la sortie de la vidéo, il sera peut-être content de nous répondre. Voilà. Bah, je ne sais pas si tu aimes toujours autant le coca, mais celui-là, tu vois, je l'ouvre à ta santé. Ouais, bah écoute, on le taguera et non seulement on l'invitera peut-être bien d'ailleurs s'il a du temps disponible et qu'il a envie de le faire. À mon avis, des anecdotes, il en a pas mal. Il se souvient peut-être d'ailleurs de celle-là, tu sais pas, tu pourras l'effet miroir du. Je sais pas. Je suis en train de me rendre compte que je suis venu avec ma canette et je t'en ai pas offert. Ah bah oui, mais j'ai bien compris que tu avais pris le pli et qu'il t'avait marqué finalement plus que prévu. Moi j'en bois assez peu donc tu prends pas trop de risques. Donc ça c'est quelque chose qui t'a marqué parce que alors en effet tu as le personnage, tu as ce qui t'a apporté. Et est-ce que tu as dans ce cadre des anecdotes toujours, dans le cadre tu as eu plusieurs vies finalement aujourd'hui, entrepreneuriales et en tant que salarié, un truc où vraiment que tu te considères encore comme extrêmement drôle et que le jour où ça t'est arrivé, tu ne pouvais pas faire autrement que d'exploser de rire. Quitte à... moi, je suis déjà sorti de réunion tellement je me marrais. Hein, ça m'a des trucs, d'ailleurs, certains, s'ils l'entendent, ils doivent se souvenir encore des réunions en question. Mais est-ce qu'il y a vraiment un truc comme ça qui t'a marqué? Parce que c'est drôlissime. Quoi. Drôlissime. Waouh, là tu me poses une sacrée colle parce que je me suis beaucoup marré en fait avec mon ex-associé. C'était vraiment un personnage. Des moments exceptionnels. C'était quelqu'un qui marquait les esprits. Pas toujours quand bien d'ailleurs. En gros, tu l'adorais ou tu le détestais. C'était vraiment un personnage. Et on s'est fendu la pipe un bon paquet de fois. Il y a des anecdotes que je ne peux pas raconter. Non, mais vraiment, je ne peux pas raconter. Mais
j'ai pas un truc, je suis désolé pour toi, j'ai pas une histoire à raconter qui soit drôlissime. Alors déjà, moi je me considère, tu vois, plutôt comme le clown blanc dans le duo l'Auguste et le clown blanc, tu vois, c'est comme ça d'ailleurs qu'on se définissait avec Christophe. Lui c'était plutôt l'Auguste et moi j'étais plutôt le clown blanc, alors pas forcément triste, tout ça, mais plus sérieux, plus posé, plus rassurant pour les gens. Donc je suis pas en mode drôlissime, mais en tout cas, pour pas te laisser sur ta faim quand même, je considère qu'il y a énormément d'occasions de se marrer parce que le monde de l'entreprise, le travail, on a tendance quand même à le penser comme un cadre qui est effectivement rigoureux, où il faut être professionnel, mais ça reste un microcosme. Et tu rencontres plein de gens, plein de profils différents. On porte tous des masques. Ça, c'est une évidence. Moi aussi, hein, évidemment. Et là où ça devient drôle, là où moi, le plus souvent, je me suis bien marré, c'est quand tu vois derrière le masque. Soit parce que toi, tu arrives à déceler le masque et tu vois derrière le masque et donc tu te marres mais tu ris un peu sous cap parce que sinon, on pourrait penser que tu te moques de la personne. Soit parce que le masque commence à fissurer ou il tombe vraiment parce que la personne en face de toi, voilà, il y a un truc qui s'est passé, il y a un contact, il y a une espèce de connivence qui s'est créée et tu sais que tu passes dans autre chose. C'est plus tout à fait qu'un collègue, c'est plus tout à fait qu'un client et c'est très drôle, mais surtout ça crée un lien et c'est ça qui m'intéresse. Et moi, ce que je recherche dans le quotidien professionnel, c'est de créer des liens parce que des liens faibles, on va dire, tu ne croises que ça et quand de temps en temps, tu arrives à faire que ce lien faible devienne un lien plus fort parce que cette connivence s'est installée, alors oui, tu te marres, mais surtout, tu crées autre chose. Ouais, ça me fait penser, j'ai un très bon copain, on n'aurait jamais dû se croiser, mais clairement pas du tout, parce que j'ai travaillé chez Mars, groupe américain, il y a vraiment 2 structures en France, une qui est dans le sucré et une autre dans le pet care. Ils gèrent aussi d'ailleurs le riz, bon, c'est pas les mêmes usines, je rassure les gens qui nous écoutent, hein. C'est bien les usines, c'est pareil. Et à l'époque où on est rentrés ensemble, en même moment, on était formés, sauf que normalement les formations se faisaient pas ensemble. Okay. Sauf que lui était tout seul, nous on était une quinzaine, donc ils l'ont rapatrié au siège à Orléans, à Saint-Denis-de-l'Hôtel exactement, et lui était normalement à Gnaux, donc à côté de Strasbourg, mais il était avec nous. Et on ne sait pas pourquoi, au moment de la formation, c'est des salles qui sont dédiées à ça au siège social. Et il y avait une espèce de chat, ça devait être un truc Whiskas, parce qu'à l'époque, c'était la marque phare du groupe. Et à chaque fois qu'on appuyait sur la queue, il miaulait, mais c'était un bruit d'enfer. Et on ne sait pas pourquoi, on s'est trouvé très rapidement, où à chaque fois qu'on passait, bim, on appuyait, puis on faisait comme si c'était l'autre, quoi. Mais c'était dès le premier jour. Hein. Bon, on s'est rendu compte après qu'il y avait une réunion hyper importante de l'Europe à côté qui commençait à avoir sérieusement marre que tout le monde appuie sur le chat. Ils nous ont fait comprendre. Et c'est vraiment resté un très bon pote que je vois régulièrement. Il habite désormais en plus dans la région. Et à chaque fois, on se souvient de ce truc, quoi. Et on avait d'ailleurs dû se présenter de manière assez croisée, mais on se marrait tellement que le gars qui était là, le formateur, n'arrivait pas avec nous. Il dit, mais c'est pas possible, ils viennent de rentrer, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Mais c'était assez grandiose. Et encore maintenant, d'ailleurs, on se marre bien. Et une deuxième, d'ailleurs, ça me fait sauter un peu du coq à l'âne, mais aujourd'hui, je bosse sur 8 campus. Donc je pars régulièrement sur d'autres campus. Et j'étais à Toulouse il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis toulousain, j'ai fait une partie de mes études là-bas aussi. Et j'ai rencontré parmi les intervenants de l'ISEG à Toulouse, lors d'une réunion, une intervenante qui est venue me voir en me disant « mais on se connaît ». On se connaît, peut-être, et on s'est vu peut-être, donc je faisais un peu d'intérim là-bas, etc. Non, il dit je vous ai eu en tant qu'élève. Ah ouais je fais « ah oui, ok ». Et elle me dit « c'est pas fini ». Il dit « mon beau-fils, l'un de mes beaux-fils, a travaillé avec vous dans une autre boîte ». Elle me cite le nom du gars, Sébastien. Je dis « mais il était à Hong Kong, quoi ». Puis, on se connaissait. Et donc c'est devenu son beau-fils. Et j'ai pas osé lui dire que je me suis souvenu un peu après d'elle. Elle m'a viré de cours. C'était en première année d'ailleurs d'école de commerce. Elle m'a viré parce que j'ai explosé de rire sur un truc, je sais pas ce que c'était, mais vraiment impossible de m'arrêter. Donc elle me vire du cours et j'étais le délégué de classe. Donc elle me demande c'est qui le délégué de classe? Elle me dit vous venez de le virer. Et puis j'avais un deuxième copain avec qui il s'est fait virer aussi parce qu'on était tous les deux explosés de rire. D'ailleurs je suis incapable de dire pourquoi on se marrait. Et elle dit c'est pas grave, c'est qui le sous-délégué? C'était le sous-délégué, donc elle avait viré le délégué et le sous-délégué. Donc ça commençait bien. J'ai jamais osé lui redire. En fait, j'ai bien souvenir de vous, mais
parce que vous m'avez viré quand même. Mais n'empêche que ça m'a... Ça, c'est une très très bonne anecdote, effectivement. En tout cas, ce que je constate, c'est que tu es un bon client. C'est plutôt positif, c'est que tu peux vite partir, tu peux vite te marrer. Assez, ouais. C'est pour ça que je suis content de ne pas inviter des gens qui bossent avec moi actuellement, parce que je crois qu'ils ont beaucoup trop de dossiers. On ne sait jamais, on pourra peut-être faire un... Mais c'est toi qui devrais prendre cette place. Non. Sur un prochain, si tu veux, on inverse les rôles. On inverse. Bon, ça ira comme ça. Est-ce que dans tous ces moments-là, alors là, ça c'est des moments qu'on en rigole sur le coup parce que c'est marrant, mais est-ce que tu as un souvenir où aujourd'hui, franchement, tu étais mal à l'aise, un truc qui s'est pas bien passé, ou un foirage complet aussi, sur un truc qui a pas fonctionné, et aujourd'hui tu en rigoles, mais sur le moment, tu faisais vraiment pas le malin. Ouais, j'ai des exemples, forcément, je crois qu'on a tous... des fails, on a tous des échecs, des gros ratages, des gros foirages. Alors, c'est marrant, j'aime bien cet exercice parce que je me rends compte d'un truc, c'est que j'ai puisé dans des exemples qui sont assez anciens finalement. Peut-être que j'ai une mémoire à court terme plus faillible, je ne sais pas. C'est l'âge, ça, pour ça. Ouais, alors commence pas, parce que déjà je t'ai avoué mon âge, tout ça, ça fait bien mal. Je suis plus vieux. Ouais. Le premier truc qui me vient en tête, alors c'est toujours lié à cette fameuse première boîte en fait, donc on doit être vers 2009-2010 là pour le coup, et on doit faire une présentation très importante pour nous parce qu'on travaillait pour des grands comptes, mais là, pareil, tu te mets de la pression sur certaines entreprises, c'est pour Procter. Et on doit faire une présentation, une restitution d'un dossier, donc je le redis, on écoutait ce qui se disait des produits, naninana, etc. Et puis, moi j'avais plutôt des équipes de jeunes. À cette époque-là, l'intelligence artificielle, la capacité à traiter des données qui ont été recueillies sur des forums, sur des blogs, sur les tout premiers réseaux sociaux, sur éventuellement des articles, les avis consommateurs, etc., et tout malaxé pour te faire une synthèse et te dire si c'est positif ou si c'est négatif, ça ne marche pas. C'est nul, ça ne fonctionne pas bien. Les premières boîtes qui deviennent nos concurrentes et qui s'appuient sur la techno sont mauvaises, mais sont elles qui ont fini par gagner le jeu. Tu vois. Moi, j'avais de l'humain. Et j'avais plutôt des jeunes. Bon, et puis, voilà, quand tu embauches, quand tu as des jeunes, tu as aussi l'ambition de les faire grimper, de former, machin, etc. Et puis, on confie la synthèse et la relecture et tout ça à un de nos gars. Et en fait, je me rends compte que la veille au soir, juste avant de boucler, d'éteindre l'ordinateur et de partir, et que le lendemain matin, il faut aller chez Procter, c'est de la merde. Ça va pas du tout. C'est nul. Et donc, du coup, mon premier réflexe, c'est d'avoir peur. Mon deuxième réflexe, c'est de péter une durite. Et mon troisième réflexe, c'est de me remonter les manches et dire « Ok, donc toi, tu restes. Le gars on avait un seul manager intermédiaire. Toi, tu restes. Et moi, je reste. Tous les autres, vous dégagez. On reprend tout de A à Z. » Je vais chercher de quoi bouffer, des pizzas ou je sais pas quoi, machin, etc. On a passé la nuit entière au bureau à refaire tout le machin. Et on est juste parti prendre une douche chacun chez soi. J'ai pris un taxi, je suis allé récupérer les deux autres loulous et on est parti chez Procter. On était comme ça, on a défendu ce qu'on avait à rendre et ça s'est hyper bien passé. Ça, c'est un truc qui m'a marqué, forcément. Gros fail. Et puis après, dans une vie d'entreprise, mais tu sais ce que c'est, quand y a le grand bonheur, c'est l'humain, mais les gros aléas, c'est l'humain aussi. Et on a été obligé de se séparer de quelqu'un dans la douleur pour des faits de harcèlement sexuel. Ouf. Et ça, c'était vraiment très dur. Quelqu'un en qui on avait placé notre confiance depuis le début, quasiment. Retour de vacances d'été, où tu décompresses, tu reviens, et là, bim, tu as quelqu'un qui vient te voir, qui te dit « voilà, j'ai un problème, etc. » Tout de suite, on a protégé la personne, on a tout de suite enquêté, on a trouvé les faits, mise à pied à titre conservatoire, et derrière, obligé de s'en séparer. Ça, c'est dur. Ça fait partie des trucs qui sont vraiment pas plaisants, mais je peux te dire que tu apprends très vite. Et quand tu montes une boîte, j'imagine, peu importe l'âge, mais quand tu es jeune de surcroît, que tu n'as pas beaucoup de bouteilles, tu vois, dans les entreprises dans lesquelles tu aurais été salarié, que tu aurais pu observer, tu vois, de ton coin, un peu calme, tu t'en prends plein la musette, mais tu grandis très vite et tu apprends énormément de choses.
Alors, pour le coup, moi, je le vis aujourd'hui. En fait, plus on gère de personnes, plus, en effet, on connaît les problématiques de ce type. Alors, j'ai eu ce type de problématiques, c'est toujours un peu compliqué à gérer. C'est vrai que tu apprends, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Bon, heureusement, il n'y a pas que des moments... alors, l'humain, forcément, on peut poser des problématiques, puis on n'est pas tous forcément sur les mêmes longueurs d'onde, des problématiques qui sont aussi économiques liées à l'humain, mais aussi des rencontres absolument hallucinantes auxquelles je ne pense pas forcément. Moi, j'ai beaucoup, dans ma carrière professionnelle, oui, ça fait aussi à peu près 25 ans que je bosse, peut-être un peu plus, je sais pas, j'ai pas envie de calculer. T'as pas envie de le dire, surtout. J'ai pas envie de le dire aussi, ouais. Non, mais je sais même pas en fait. J'ai eu des moments de flottement quand j'étais étudiant, je commençais un peu tard, j'avais commencé avant, enfin bref, et des trucs un peu. Mais c'est pareil, je retiens aujourd'hui des gens qui j'aurais jamais dû croiser ou des gens avec qui on a construit une connivence. Et ça m'a souvent d'ailleurs apporté des jobs au final derrière. Je suis arrivé presque par hasard par ici. Le hasard fait que ça tombait hyper bien. Voilà, mais c'est souvent ces anecdotes-là qui sont très très drôles, quoi. Quand on m'a proposé aujourd'hui, le directeur de l'époque, Pierre-Henri Dubois, j'espère qu'il écoutera d'ailleurs ce podcast, mais m'a dit, mais tiens, il voulait absolument manger avec moi. Je lui ai dit, tiens, il va me proposer un workshop, un truc. J'étais intervenant moi ici. Et puis en fait, il m'a dit, en fait, je peux partir à Lyon, mais il faut que je trouve un remplaçant. Et il voulait absolument repartir à Lyon, dont il est originaire. Et il a proposé ma candidature. Mais quelques mois avant, j'avais dit à ma femme en vacances sur la plage, en disant, oh, c'est cool ce qu'ils font. Dans quelques années, quand je serai plus vieux, style dans une dizaine d'années, je verrais bien prendre une direction d'une école. Bon, 3 mois après, il me proposait de rentrer dans la boucle, donc ça m'a quand même beaucoup fait rire. Et à la fois, c'est aussi resté un copain que j'essaie de croiser de temps en temps, même s'il est plus dans le coin. Mais l'attachement à l'humain, c'est les meilleures anecdotes. Après, il y a des anecdotes techniques, on va dire. Ça, on a des kilomètres. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu disais, un jour, je devrais être à cette place-là, mais je réfléchis à ce que moi, je répondrais. Ouais. En fait, j'ai trop de choix. C'est pas mal, fils-en un peu aux autres. C'est des tiroirs, Partage. mais bien sûr, notamment sur les premiers jobs, parce que je pense que c'est là où ça nous impacte le ça plus. marque peut-être plus, ouais. Des trucs complètement improbables, des vécus qui n'existeraient peut-être même plus aujourd'hui, mais je suis comme resté coincé un jour dans un monte charge d'un Leclerc, et qu'il n'y avait plus de lampe. J'étais en stage, ils ont mis 2 heures à savoir pourquoi le monte charge ne fonctionnait pas, et surtout qu'il y avait quelqu'un coincé dedans, quoi. Donc t'es pas serein à 5h du matin coincé dans un monte charge, dans un magasin que tu connais pas à l'autre bout de la France. Je te confirme, ouais. Mais avec le recul, je suis juste explosé de rire. Mais tu vois, c'est bien ce que tu dis, parce que je crois qu'effectivement, ça explique peut-être pourquoi ce sont mes anciens souvenirs. Et là, ce que tu me racontes avec ton monte charge, et ça n'a rien à voir, ça me rappelle un souvenir de stage de fin d'études, quoi, quasiment. Et je pense que c'est parce que plus t'es jeune, plus t'es vert, en quelque sorte, t'as pas vécu beaucoup de choses, et donc ça te marque forcément. Non pas que si ces aventures-là m'arrivaient maintenant, elles ne soient pas marquantes, mais peut-être que tu es un peu plus émoussé, et donc elles vont moins s'accrocher, parce que t'en as vu d'autres avant. Tu vois, ce stage c'était même pas d'ailleurs un stage de fin d'études, c'était un stage de 2e année. Donc j'ai fait une école de management. Stage de 2e année, c'était stage commercial, on va dire. Et je rejoins avec un pote, on était 2, grâce à lui d'ailleurs, parce qu'il connaissait l'un des associés, enfin son père connaissait l'un des associés, bon bref, une start-up, tu vois, on est en 98, à Paris. On ne disait même pas encore start-up, là, si ? Non, je crois pas, non. Et c'est une boîte montée par 4 mecs, et qui est une espèce de web agency, je suis même pas sûr qu'on parle de web agency encore à l'époque. Et ils ont pas mal d'oseille, ce qui fait qu'ils ont des bureaux incroyables sur les Champs-Élysées, immenses. Et premier jour où on arrive, en fait, mais c'est désert, c'est vide. Il y a juste un mec qui se pointe, il est, on dirait un mec sorti du Seigneur des Anneaux, tu vois. Il est pieds nus, avec un jean trop grand, dégueulasse, les cheveux longs jusqu'aux fesses, etc. Il nous salue, une bonne bouille, hein. C'était le webmaster, enfin c'était un peu le techos de la bande. Bon. Et donc, je me souviens surtout de ça. Je me souviens de soirées où on restait au bureau, et là, les techos éteignaient tout, c'était jeu en réseau comme des fous. Le mec qui était le responsable un peu technique de la boîte était à peine plus vieux que nous. Il avait hacké, je ne sais plus, le site de la CIA ou je ne sais plus trop quoi, parce qu'un jour, à cette époque-là, il y avait une émission assez connue qui s'appelait Ça se discute, animée par Delarue, et il y avait toujours un sujet de société, et ça se débattait, machin, etc. Et puis, mais sans le savoir, je mets Ça se discute, et je tombe sur notre gars
qui était en train de témoigner parce qu'il avait un procès aux fesses, parce que les flics étaient allés chez lui, parce qu'il avait défoncé le site de la CIOA. Enfin, un truc un peu vénère comme ça, tu vois. Et puis 98, Champs-Élysées, Coupe du Monde de football, évidemment. Ouais, et là, les associés qui nous disent « Ouais, les gars, allez chercher de quoi bouffer, machin, etc. » Puis on se fait un super plateau devant le match, et puis après on descend dans la rue, et on fête tout ça. Donc ouais, ce sont des souvenirs de jeunesse, on va dire, qui marquent parce que ce sont des moments de vie, ce sont des moments, voilà, tu vois, là aussi, c'est de l'humain. Et puis peut-être parce que t'es plus comment dire, perméable aussi à tous ces trucs-là, quoi. Et dans les anecdotes plus récentes, tu tournes pas le podcast, je sais pas combien vous en êtes là sur Trench Tech, ça va faire encore une belle série maintenant. Ouais, on a plus de 80 invités qui sont passés, plus de 80 épisodes. Ouais. Alors est-ce que tu as un des tournages ou un des personnages peut-être qui a un des invités du podcast où tu as une anecdote bien particulière, un truc qui... Alors me dis pas que c'est le Wi-Fi qui a coupé parce que ça se passe ici. Donne-moi un truc où il y a forcément des gens plus marquants que d'autres, mais est-ce qu'il y a un truc qui... Ouais, il y en a plein, évidemment. On a la chance, juste pour comprendre, Trench Tech, donc c'est un podcast qui traite de l'impact de la tech en général. Alors c'est très IA depuis quelques temps, mais de la tech en général sur la société. Donc on parle de la place des femmes dans la tech, qui sont sous-représentées. On parle de l'impact de l'IA sur l'environnement. On questionne la pollution que ça génère, sur le travail. Donc on reçoit des scientifiques, qui peuvent être des chercheurs justement en IA ou autres, qui peuvent être aussi des chercheurs plutôt en sociologie. On reçoit des gens de la société civile, ça peut être un neurologue qui vient nous parler de l'impact de l'IA sur notre cognition, etc. Et puis des politiques aussi. Bon, bref, en tout cas, plein de gens, c'est divers et varié. Évidemment, l'un des personnages qui nous a le plus marqué, je dis nous parce que je pense que c'est vrai aussi pour Mick, peut-être qu'il dira, j'en sais rien, c'est Cédric Villani. Alors Cédric Villani, il est un peu plus connu que la moyenne de nos invités, forcément. Donc, pour rappel, Medei Fields, c'est l'équivalent du Nobel en mathématiques. Il a frayé dans la politique aussi. Bon, voilà. Et surtout, il avait été l'auteur du premier rapport sur l'IA commandé par le président. Donc c'était sous Macron, parce que c'était 2017, je crois. Voilà. Et donc on le reçoit dans le podcast. Et on est très fiers, un peu aussi là, encore dans nos petits souliers. Et on n'a pas la chance de l'avoir au studio, parce que bon, on a la chance d'avoir un studio, mais on est à Nantes, et donc tout le monde ne fait pas le déplacement à Nantes. Et donc on enregistre beaucoup de nos invités à distance. Et là, on découvre notre Cédric Villani, avec la webcam de Traviole, les cheveux pas coiffés du tout. Alors on sait qu'il est toujours un peu stylé, mais il a ce côté un peu rock'n'roll aussi, un peu. Ouais. Il adore la poésie, et c'est un gars qui est capable de te sortir des poèmes entiers, des tirades qui sont hyper longues. Voilà, il fait beaucoup l'association entre les maths et la poésie d'ailleurs, c'est intéressant, la musique aussi. Et ok, il a ce côté un peu poète, mais là il était totalement débraillé, il avait quand même son araignée, voilà. Et surtout, dans une espèce de lieu, on ne sait pas trop, ça ressemblait à moitié à une cuisine avec un cagibi qui était ouvert derrière où tu voyais les bouteilles de pif, tu vois, qui étaient comme ça, très sombre. On pense qu'il était dans sa maison de campagne ou un truc comme ça, je crois qu'il est en Bretagne d'ailleurs. Voilà, donc ça nous a marqué pour ça. D'abord parce qu'il y avait une espèce de contraste par rapport au personnage que l'on attendait. Par contre, on n'a pas été déçu du tout, ni sur le fond, ni sur la forme. Un mec hyper accessible, qui nous a expliqué des choses avec une simplicité, une vulgarisation comme on l'aime, très avenant. Contact facile. Il a fallu lui courir après pendant des mois, en revanche. Mais super, voilà, un très bon souvenir avec Cédric Villani, mais on a plein d'autres invités qui sont formidables. C'est la grosse différence entre finalement l'image, ce qu'on voit et la réalité. Moi, ça me fait penser à une autre anecdote qui me touche moi. De souvenir, c'est dans un Leclerc à Lannion. Donc Lannion, hein, on est vraiment au nord de la Bretagne. 4h ou 5h du matin, je viens sur une implantation, je suis jeune, donc forcément je viens hyper tôt, histoire d'être devant mes concurrents et puis montrer que je suis présent. Et dans l'entrée du rayon, où je ne trouve pas le responsable du rayon à ce moment-là, il y a un type qui galère sur ce qu'on appelle une TG, une tête de Google en grande distribution. Et je ne sais plus ce qu'il mettait en place, des trucs un peu lourds. Et je lui donne un coup de main, mais je ne sais pas qui c'est. Mais le type est, je sais pas, au moins 70 ans, quoi. Mais c'est pas possible que le gars habillé en mode salarié, lambda, et qui remplit les trucs.
Je l'aide vite fait parce que ça me prend pas de temps, j'étais là de toute façon. Et puis à l'époque, les commerciaux en grande distribution, c'était costume, truc. Ah oui. Bon, pas de cravate, mais enfin, ça a bien changé, bien heureusement. Et du coup, je l'aide et le gars me remercie. Et puis bah, le gars me dit, je vous paye un café après. Je dis non. Si vous voulez, on prend toujours des cafés à la fin, un peu avant l'ouverture du magasin. C'était le propriétaire du magasin. Ah oui. Donc le gars avait plusieurs Leclerc, comme souvent chez Leclerc. C'était le fondateur des Leclerc en question dans ce coin-là. Donc c'est les tout premiers. Il faut comprendre que la Bretagne Nord, c'est le bastion de Leclerc. Ouais. C'est le fief, donc c'est le gars qui connaît tous les Leclerc, la famille, le truc, etc. Et le gars me paye un café, mais il paye un café à tout le magasin en passant, parce que c'est le patron. Et moi, j'étais vachement surpris. Et les gars me disent, mais si, au fait, il s'ennuie, donc de temps en temps, maintenant c'est son fils qui a récupéré le truc. Et il dit, mais il vient tous les matins, il vient filer un coup de main au panier. Et à partir du moment où je lui avais donné un coup de main, d'abord, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit le propriétaire, je m'imaginais plus, surtout à cet âge-là, profiter de l'argent qu'il ait pu gagner et compter les points. Et j'ai toujours pu aller dans ce magasin, alors qu'il était inaccessible pour n'importe qui, parce qu'il l'avait dit, lui, c'est bon. Et ça, c'est ça, de manière totalement désintéressée, tu savais pas qui puis c'était. C'était surprenant, mais en effet, l'habit ne fait pas le moine, quoi. C'est plus que jamais vrai, mais c'est un souvenir qui m'a aussi pas mal marqué. J'aime bien ce côté. Les gens ne sont pas obligés d'en montrer trop. Exactement, rester authentique. Et rester authentique parce que c'était son truc. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il avait fait avant de monter un Leclerc, mais en tout cas, c'était hyper sympa. Et il y a des gens comme ça qui ont gardé cette accessibilité-là, qui ne les empêchent pas d'être des gens avec une réussite assez extraordinaire. C'est certain, c'est un jugement de valeur et ça n'engage que moi. Mais pour moi, ce sont les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui pourraient se la raconter, entre guillemets, et qui passent sous les radars, qui sont les plus humbles. En général, tu passes des moments extraordinaires avec eux parce que là, tu es vraiment dans le vrai, tu es dans l'humain, ce qui est le plus pur, entre guillemets. Après, voilà, sans forcément les connaître, peut-être qu'à côté, c'est un salaud, j'en sais rien, mais vraiment... c'est aussi un petit peu ce masque, tu vois, qui est parti, et ce lien de connivence d'humain à humain, tu vois, tu deviens pas pote avec, mais c'est un moment agréable. Ce sont des moments qui sont précieux parce qu'ils sont rares. Je pense pas qu'ils deviennent de plus en plus rares, mais ils sont rares. Peut-être que c'est plus difficile de les avoir aussi parce qu'on est de moins en moins en lien les uns avec les autres. Tu vois, il y a un gars que j'aime beaucoup qui est journaliste, qu'on a reçu dans Trench Tech, avec qui je m'entends bien, tout ça, François Saltiel, qui œuvre sur France Culture, mais sur Arte aussi, etc. Et qui, dans un de ses bouquins, il a sorti un bouquin qui s'appelle Un monde sans contact, et il cite alors je crois qu'elle est sociologue, chercheuse américaine, et là son Sherry Turkle, qui a sorti une espèce d'oxymore un jour, qui est « seul ensemble ». On est de plus en plus seuls ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression d'être ensemble parce qu'on est hyper connectés, mais en fait, on est très seul derrière son écran. Est-ce qu'on est vraiment plus lié aux autres parce qu'on a la capacité quantitativement d'être lié à plein de monde, ou est-ce qu'on est de plus en plus seul finalement ? Alors c'est pas, tu vois, je suis le clown blanc, mais peut-être qu'on a moins accès à ces moments de masque qui se fissurent et ces liens-là dont on parle depuis tout à l'heure, toi et moi, peut-être parce qu'on est un tout petit peu plus déconnecté, charnellement presque, physiquement, tu vois, ici et maintenant, des autres. Donc il faut le privilégier, ça, aller boire des cafés et être un petit peu moins sur TikTok ou ailleurs, je sais pas. Ouais. Mon Toubib dit qu'il faut que j'arrête avec le café, mais c'est pas grave, je continuerai juste par principe parce que c'est un moment d'échange assez extraordinaire. Écoute, c'est très sympa comme truc. Alors je me dis que peut-être que dans 20 ans, on aura peut-être un peu plus de mal à faire ce type de podcast en anecdote si les gens ne sont plus ensemble. Mais enfin, je crois beaucoup moi, au retour de l'humain. Je suis peut-être un peu mon côté un peu utopiste, mais moi je crois qu'au contraire, on est en train de revenir vers ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un trou et qu'on s'amuse quand même beaucoup plus quand on est avec les autres et qu'on prend le temps nécessaire pour échanger, ce qui est le cas maintenant. Avant de clôturer et de te remercier, je demande toujours aux invités de me préconiser un nouvel invité. Tu penses que qui serait bon à cet exercice ? Cédric Villani. Ça se tente ? Ça se tente. Hein. Non, plus proche peut-être. Je pense à un ancien collègue avec qui je suis assez copain, qui en plus rentre bien dans la thématique, je dirais en tout cas de l'ISEG. Il s'appelle Guillaume Durand. Alors, c'est pas le Guillaume Durand de la télé et de la radio, c'est son homonyme, mais il est directeur de création d'une agence de communication et il a un parcours assez intéressant, assez savoureux aussi, avec beaucoup d'anecdotes, tu te doutes bien. Il est passé par des grosses agences parisiennes et donc des gros annonceurs et
aussi, probablement, des gros fails, des gros moments de rigolade aussi. Je suis sûr qu'il aura pas mal de choses à te raconter. Là, il a peut-être des anecdotes même sur son nom, du coup. Oh, certainement. Il a certainement dû en avoir. C'est possible, j'imagine des quiproquos, en tout cas, j'espère. Écoute, on lui posera la question. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de ton accueil. Puis au prochain. À la prochaine. Au revoir, monsieur le directeur. Merci. Merci, monsieur le directeur.